En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous. En direct de chez vous où nous allons, comme il y a quelque temps, continuer une balade que nous avions entamée à Lignières-Sonneville et qu'il nous a semblé intéressant de faire une émission cette fois sur l'église de ce bourg, mais 3 autres églises que nous allons visiter à la suite. Donc c'est toujours avec Martine Faucoulange que nous allons voir cet ensemble, et puis son mari aussi qui mettra peut-être son grain de sel à un moment ou à un autre, donc qui nous avait raconté bien le nombre d'habitants, autour de 700 habitants ici. Cette église romane qui est derrière nous, que nous n'avions pas vue dans la précédente émission, où nous avions fait le tour du château, du village, des lavoirs, du jardin de senteur, de la maison du lin, de la salle des fêtes. Enfin, c'est un endroit absolument incroyable. On avait vu avec votre mari Bernard que les gens d'ici vivaient bien sûr de la vigne et qu'il y avait une activité culturelle, artistique, sportive aussi assez importante, et que c'est ce qui faisait que un ensemble de personnes pouvaient travailler et habiter sur le lieu. Alors, l'église, elle est construite sur l'emplacement d'un ancien temple celtique, ce qu'on avait dit, il y avait une source. Il y a une première église qui va être construite au XIe siècle et qui sera détruite pour faire une église plus grande, donc celle que vous avez devant vous maintenant, qui est du XIIe. Par contre, du XIe, il nous reste le clocher que vous remarquiez tout à l'heure, qui est particulièrement joli, et le tympan qui est derrière moi. Alors on va se retourner, on a un grand parvis pavé en blanc et on est devant une façade en triangle, vous allez nous raconter, avec la porte d'entrée et puis 2 fausses portes, j'allais dire, deux portes aveugles sur le côté, et puis au-dessus de cette porte il y a 3 petites fenêtres de la même facture et 2 plus grandes, et dans ces 3 petites fenêtres surmontées d'un vitrail, d'un oculus, eh bien dans ces 3 petites niches, il y a de la sculpture. Alors vous allez nous raconter tout ça, Martine. Alors, les sculptures, vous voyez qu'elles n'occupent pas la totalité des ogives. Elles sont dans un demi-cercle. L'architecte du XIIe probablement a dû considérer qu'elles étaient suffisamment belles pour les réutiliser, de reprendre le tympan et le mettre dans ces niches. Alors au centre, vous avez une femme en majesté avec un enfant, c'est bien sûr Marie, puisque on va être dans la lignée culte de la fécondité, la mère et donc on dédie cette église à Marie. Sur la droite, vous avez 3 personnages qui portent des offrandes. L'un est à genoux. Ce sont donc les mages. Au XIIe siècle, quand on représentait des personnages orientaux, on leur mettait toujours des chapeaux coniques. Oui, ils ont des chapeaux pointus, voilà. Un chapeau chinois pratiquement. Un chapeau chinois, oui. Donc voilà. Et alors il y avait un doute de l'autre côté, sur la gauche. Certains pensaient qu'il s'agissait des bergers qui viennent adorer Jésus, mais non. Il s'agit du songe de Joseph. Joseph qui, quand il a appris que Marie attendait un enfant, était prêt à la répudier, mais avec en silence et avec beaucoup de respect. Et il reçoit la visite de l'ange qu'on voit sur le côté, qui lui annonce que cet enfant, il lui donnera le nom de Jésus et qu'il aura un destin exceptionnel. Donc on a là la famille, Joseph, Marie et les mages qui viennent s'agenouiller. Et alors au-dessus des ogives, vous avez un visage de femme avec une mentonnière sur la gauche. Au milieu, alors on le voit moins bien parce que l'érosion a noirci un peu le visage. C'est un visage d'homme avec une coupe au carré. Un autre à côté. De l'autre côté, pareil, vous retrouvez la femme à la mentonnière et l'homme, et à droite, 2 petites filles. Alors on peut penser, et il y a de fortes raisons pour qu'on pense qu'il s'agit du visage des donateurs, c'est-à-dire des poussards qui avaient le château à côté, mais qui était un château médiéval simple, qui vont financer la construction de cette église et qui se font représenter au-dessus de cette famille idéale. Donc ils se font représenter plusieurs fois. Alors je ne le dis pas par hasard parce qu'il y a un élément à l'intérieur qui me permet de le dire.
Alors voilà, comme on a plusieurs églises à voir, le temps nous est compté à l'intérieur. Donc là, Martine Faucoulanche ouvre la grande porte. Nous avons un sas d'entrée et puis nous allons partir sur la gauche. Suivez-moi, Martine. Là, voilà. Juste là. Alors juste là, ça c'est... Oui. Vous avez les trous ici pour fortifier en fait l'église, puisqu'à ce moment-là, le château était trop petit. Il y a eu la guerre de 100 ans. Il fallait que la population puisse se protéger. On mettait des poutres là, d'où l'expression dans la région barrer la porte. Barrer la porte, c'est-à-dire qu'on mettait quand on avait fermé la porte, il y avait des trous dans les murs de chaque côté et on mettait une barre en bois pour que personne ne puisse ouvrir la porte. Nous sommes rentrés dans l'église. La rénovation est assez récente, mais vous voyez bien que l'humidité perdure, puisque je vous disais qu'on était sur une source. Sur une source, alors donc c'est de la chaux, un petit peu, comment dire, blanc cassé, très léger, c'est très doux. C'est très doux, on a une ambiance très douce, la lumière éclaire magnifiquement l'endroit et on a, comment dire, une première nef, ensuite on est sous le clocher carré, donc on a 4 piliers qui supportent ce clocher et au fond on a le chœur. Oui, absolument. Et regardez qui nous accueille ici. Alors, j'ai pas vu qui nous accueille. Ah oui, alors il y a de très belles sculptures sur les chapiteaux. Et sa femme, exactement les mêmes que ceux qu'on a trouvés sur la façade. C'est pour ça que je pense que c'est une représentation de la famille des Poussards. Bon, il n'y a pas d'érosion ici, ce qui fait qu'on voit mieux leur visage. C'est assez incroyable. Alors les coiffeurs pourraient trouver la coupe de l'époque pour refaire la même chose. On avance dans la nef et là, on est... une petite niche sur la gauche. Les travaux de rénovation de l'église, on a découvert cette piscine qui est là, qui était assez fréquente dans les églises du XIIe. Lorsque la messe était terminée, on ne jetait pas l'eau bénite. On la renvoyait par ici. Et c'était un moyen de plus de bénir à nouveau les fondations, puisqu'on a la source qui est sous l'église. D'accord, alors c'est une toute petite niche de je ne sais pas comment dire. Une pierre d'évier, vous voyez. Voilà, c'est une pierre d'évier avec un trou et ça fait un entonnoir en fait. C'est pas très grand, mais oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle une piscine. On pourrait croire que c'est beaucoup plus grand. Oui, c'est une piscine. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Alors, et donc là, on passe sous le clocher. Sous le clocher, là, vous avez une litre funéraire qui n'est pas la litre funéraire des Poussards. Alors la litre funéraire, le bandeau noir qu'on peint sur les murs lorsque un seigneur décède. Alors ici, le blason, ça n'est pas le blason des Poussards, ça doit être quelqu'un qui est apparenté, parce que le blason des Poussards, on le retrouve ici. Alors là, on pénètre maintenant, on passe sous le clocher et on est dans le chœur. Et il y a une chapelle sur le côté du chœur avec le blason au-dessus, qui est une sorte d'étoile. Enfin, c'est un blason très simple, donc une très vieille famille. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le blason ? Alors, je ne me souviens plus de la description exacte du blason, mais c'est vraiment le leur. Et alors là, on passe dans la chapelle. Construite au XVIe siècle, à la la Renaissance a été quand même importante dans la région à cause des Valois, et les Poussards eux-mêmes vont se retrouver à la cour des Valois et de Jeanne d'Albret. Par contre, on voit ici les marques des guerres de religion, les 4 évangélistes qui étaient représentés à la base des arêtes ont tous été abîmés, comme la statue de Marie sur le porche d'entrée. Bien, écoutez, on termine cette église. Moi, je ne peux que dire à ceux et celles qui nous écoutent ou qui nous regardent, grâce aux images, évidemment, c'est sur Télé 16 plus sympa de voir de quoi nous parlons, mais de venir visiter d'abord Lignières-Sonneville, parce que c'est tout un ensemble très, très intéressant de façon architecturale, mais aussi de vie culturelle, comme je le disais au début de l'émission, et voir également l'église de l'extérieur avec ce magnifique clocher carré qui permet Alors là, on va passer par une porte adjacente, sinon on ne va pas pouvoir sortir. Voilà, ce magnifique clocher carré qui domine. C'est vraiment très beau au niveau de l'architecture. De la période romane, qui n'a pas été... Ce sont les 2 éléments qui ont été conservés, le clocher et le tympan. Donc le clocher, vous l'avez là. Il est très très beau.
Voilà, avec ces ouvertures, ces deux ouvertures de chaque côté, sur chaque face, et le coq qui surmonte. Où est-ce qu'on va aller maintenant, Alors Martine? maintenant, on va aller à l'église de Sonneville. Alors c'est parti. Nous sommes arrivés devant la petite église de Sonneville avec sa cloche dans on va dire un clocher-mur. Oui, c'est ça. Voilà. Alors Martine, dites-nous. Alors je voulais absolument vous la montrer parce que cette église a été choisie par l'écrivain Yves Violier, qui a écrit Les Pêches de Vigne, qui raconte la venue des Vendéens en Charente après la grave crise du phylloxéra. Et j'avais rencontré Yves Violier à une expo et j'en avais parlé avec lui parce que Yves Violier, sa femme est originaire de Charente, pas très loin d'ici. Il écrit tantôt un livre sur la Charente, tantôt un livre sur la Vendée. Et il avait pris cette église pour faire la couverture de son livre parce que pour lui, elle est emblématique de cette grande Champagne qui est faite de coteaux et de combes. Et là, on est au creux d'une combe avec une lumière assez exceptionnelle. Puis les maisons sont restées telles quelles, donc le côté est assez enchanteur. Et on a des pierres tombales qui sont devant l'église, comme sans doute était le cimetière autour de l'église avant. Oui, absolument. Et alors, ces pierres tombales, alors on va les voir ici et on va les voir dans le cimetière aussi, autour de l'église d'après, de Saint-Palais. Elles sont classées aux monuments historiques, notamment celles qui ont les rouleaux. On dirait des lits d'enfants à rouleaux. Oui, très bien. Oui, tout à fait. Vraiment classées, plus celle-ci qui une stèle en forme de pupitre. Et puis la colonne tronquée qui est de l'autre côté, là, qui, je pense, était plutôt un cénotaphe après la guerre de 1870 pour les habitants donc, de ce secteur. Alors là, vraiment typique de la Grande Champagne, vous avez un village avec 2-3 maisons. Il y a un autre village un peu plus loin avec un peu plus de maisons et on a une source, une autre source qui après la rivière rejoint le Collinot, mais habitat éclaté et voilà. Et vous avez ici quelques restes de peinture à l'ocre. Oui, à l'ocre, un peu rouge, marron rouge, voilà. Un peu terre d'argile. C'est un sanctuaire, un petit sanctuaire rural. On verra l'autre qui est encore plus ancien et encore plus petit tout à l'heure. Là, on a une ogive, alors que tout à l'heure, la prochaine, elle est complètement romane. Alors, il faut le dire, on nous a ouvert exceptionnellement l'endroit, mais c'est à restaurer, entre guillemets, oui. Et ça ne se visite pas. Non. Mais d'extérieur, on dirait presque certains temples romains primitifs, parce qu'elle a une partie basse, j'allais dire, de la nef, et tout d'un coup, ça fait comme une maison qui est accolée, c'est le chœur. Le chœur avec les vitraux. Un élément derrière que je vais vous montrer, qu'on verra dans les 3 églises, c'est qu'au moment de la Grande Peste qui a ravagé la région, on a ouvert dans les églises des portes des morts. Et lorsqu'on a préparé les journées du patrimoine cette année-là, qu'on a fait visiter cette église, alors là vous avez l'arrachement de l'abside qui est là. On a retrouvé cette porte des morts ici. Alors, quelle était la fonction de cette porte des morts? On faisait rentrer les... Oui, on voit très bien une porte un peu style Renaissance, entre guillemets. Et... donc, on ne faisait pas rentrer le cercueil avec le mort parce que... On avait peur. On avait peur, bien sûr. Alors, il y avait la peste, il y a eu le choléra, en fait, toutes ces maladies épidémiques. Le fossoyeur ne rentrait jamais dans l'église. Cette porte était ouverte juste pour que la tête du cercueil soit là. Et ce qu'on remarque, c'est que les portes sont très peu larges. Parce qu'à l'époque, en fait, je dis cercueil, mais il n'y avait pas cercueil pour tout le monde. Parfois, ils étaient seulement enveloppés dans un drap. Et on les amenait là, juste le temps que le prêtre bénisse le corps. Et aussitôt après, on repartait. On l'enlevait. Et ces portes ont été murées bien quand cette période a été terminée. Et la porte des morts, on la retrouve, alors elle est souvent au nord, ça va être le cas en Ambleville, parce que c'est du côté des ombres, du côté de la mort. Ça rappelle
les enfers chez les Grecs et chez les Romains. J'étais prof de latin. Ah, mais voilà. Bon, Martine, on va passer dans une autre église. Donc là, on était à Sonneville. Et on va aller voir Saint-Palais. Alors, nous y rendons immédiatement. Alors après avoir visité la petite église de Sonneville, nous avons traversé des monts et des vaux, des combes et des collines, et nous sommes maintenant dans une combe, et Saint-Martin Faucoulanges va nous raconter son histoire à côté d'une très très belle petite église, encore une fois, à Saint-Palais. Saint-Palais. Donc là, on a une église du 11e, du pur style roman. C'est un petit sanctuaire rural à tout ce qu'il y a de plus simple, avec juste une petite fioriture diamantée au-dessus du porche. Église très très simple. Alors, qui a vu peut-être... tous les gens des alentours venaient ici, mais il y a le château à côté que je montrais tout à l'heure, le château de Fontpinault. Ce château de Fontpinault était le lieu de naissance de la grand-mère de Rabelais, notre voisine, il ne faut pas oublier. Donc la famille Fontpinault a longtemps entretenu cette petite église toute simple. Je vais vous montrer une très jolie petite fenêtre qui a été ouverte au 14e. Alors on longe sur le côté l'église. Cette fenêtre a vraisemblablement été offerte par la famille Fontpinault, ici. Petite fioriture sur le côté. Voilà, deux petites colonnettes, 4 même petites colonnettes, et le vitrail au milieu, et les chapiteaux des premières colonnettes qui donnent sur le mur extérieur de l'église sont aussi sculptés, ornementés. Et là, vous voyez encore une porte des morts. Alors, de toutes les églises que je connais, dans le coin, qui ont la porte des morts, elles sont toujours au nord. Et celle-ci est la seule à avoir sa porte au sud. C'est lié à l'escarpement du terrain. On a vu que de l'autre côté, comme on est dans le fond de la combe, de l'autre côté, ça n'aurait pas été possible. On ne pouvait pas le faire de l'autre côté, c'était trop étroit. Vous parlez de cette porte des morts. Nous avions fait une émission il y a quelque temps avec le père Laurent Morin, qui est, comme vous le savez, historien et qui a écrit un roman sur la peste dans notre région, Absolument. Qui s'appelle Maudit, et je crois que vous l'avez lu. Je l'ai lu. Voilà, donc je lui fais un petit clin d'œil là, parce qu'il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, il aurait bien aimé, mais avec cette porte des morts, ça nous fait un rapprochement avec son livre, et puis toute cette histoire si particulière de la peste en général, et en particulier dans notre région. Et alors depuis le Covid... les gens aiment bien m'entendre parler de cette porte des morts. On n'en parlait pas avant. Très bien, mais c'est vrai, oui, ça. Le côté épidémie a permis de parler de ces périodes-là. Donc vraiment une toute petite église, juste une porte, un porche d'entrée, une toute petite porte, et on rentre dans un endroit extrêmement simple. Avec un cyprès. Et avec un cyprès, vous me disiez, pour symboliser les protestants. Un protestant. Les protestants ne pouvaient pas s'enterrer normalement dans les cimetières à côté des églises. Donc on les enterrait dans le jardin et on mettait un cyprès. Alors vous avez le village à côté qui a été complètement détruit au moment des guerres de religion, qui prend le nom de l'Abattu. Et on voit les restes d'une maison en ruine avec des arbres qui poussent au milieu. Et ce que je disais, c'est que cette église a été épargnée. Oui, absolument. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Dans le bois, on a une source, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et des tombes qui sont classées ici. Pareil, et qui sont, comme dans l'église tout à l'heure à Sonneville, oui. des restes de cimetières, enfin de pierres tombales, qui sont posées à côté. C'est un peu un musée à l'air libre. Oui, absolument. Oui. Qui rappelle ce qu'il y avait autour de l'église. Et puis la cloche a disparu parce qu'elle menaçait, elle est tombée carrément. Oui. C'est un clocher-mur, encore une fois, là, pour le dire à ceux et celles qui nous écoutent. Et maintenant, où allons-nous aller ? Ambleville. Alors c'est parti pour Ambleville. Alors voilà, nous avons encore fait un petit peu de route. Après Saint-Palais, nous sommes maintenant à Ambleville. Alors Martine, dites-nous un peu, ça s'appelle le bourg. Ici, nous sommes autour de l'église et en fait, le bourg, il n'est plus tellement là. Oui, alors là, c'est encore une énigme d'Ambleville. Tout le village était autour de l'église au XIIe siècle, quand l'église a été construite, avec un prieuré de ce côté-là et le village de l'autre côté. Aujourd'hui, il n'y a plus que 3 maisons
parce que le village d'Ambleville a eu 2 châteaux successifs. Un premier qui a été détruit, mais complètement détruit pendant la guerre de la Gabelle, il était sur la route de Segonzac, et un deuxième à l'emplacement du bourg actuel. C'est d'ailleurs un village typique qui n'est que sur une seule rue. Et le village actuel a été construit avec les pierres de démolition du château après la Révolution. Donc les seigneurs qui se sont succédés à Ambleville, c'est très différent des seigneurs de Linières. Ce sont des gens qui n'ont jamais pris le parti de la population. Et au moment de la guerre de la Gabelle, donc au moment où François Ier décide d'augmenter les impôts à la hausse, on pourrait trouver que c'est bien d'unifier le système des impôts pour l'ensemble du territoire, mais à la hausse pour tout le monde, dans une région où on était en pays rédimé, où on payait un peu moins de gabelle que les autres, puisqu'on avait été rattaché à la couronne de France après Aliénor d'Aquitaine, donc un peu plus tard. En plus, on est plus près de la mer. Et c'était une période aussi où les récoltes avaient été très très mauvaises. Donc une espèce d'insurrection comme les Gilets jaunes, mais au moins comme ça. On a jeté dans la Charente les gabelous et des gens d'Ambleville ont pris fait et cause là-dedans. Donc le seigneur d'Ambleville tout de suite les a fait pendre haut et court. Alors haut, je crois, pour qu'il soit vu de loin, et court parce que la corde ne fallait pas qu'on mette trop de cordes, ça coûterait trop cher. Donc les Amblevillois se rebellent, détruisent le château, et à ce moment-là, le seigneur dont la famille avait fait construire, avait fait construire cette église, le seigneur faisait ouvrir cette chapelle qui est sur le côté avec une porte seigneuriale. Alors on verra tout à l'heure que justement la porte n'est pas terminée à ce moment-là, puisqu'elle a été commencée en 1548, au moment de la guerre de la Gabelle. Le seigneur est parti, puisque son château avait brûlé. Ça n'a jamais été terminé. L'église, elle est construite au XIIe, donc à la mort du fils d'un petit seigneur d'Ambleville qui habitait dans un village qui s'appelle La Motte, pas par hasard, donc un peu vers là. Et ces 2 frères, il y en avait un qui était à Pont et l'autre qui était à Ambleville, donnent ce terrain à l'abbaye de Baigne pour instituer cette église avec un prieuré. Donc le prieuré à l'époque se trouvait là où est l'actuel cimetière. Donc sur la droite, quand on regarde la façade de l'église, au sud. Au sud. Et le prieuré a été détruit. Le cimetière est là aujourd'hui, mais que depuis 1930, puisque avant il était du côté de la Porte des Morts. Il était à côté de... Donc sur la gauche, quand on regarde la façade, voilà, à côté de sur cette la gauche, chapelle quand seigneuriale. on regarde la façade. Il reste des pierres tombales avec des inscriptions latines qu'on va voir sur le portail, qui nous racontent un petit peu une partie de cette histoire. Alors là encore, quand on prend du recul, comme on vient de le faire, un magnifique clocher carré. Vous m'avez dit beaucoup cette église, avec cette pierre calcaire un peu blanche qui lui donne beaucoup d'allure. Encore une fois, un porche simple pour rentrer. Et là, vous êtes en train de me montrer des inscriptions qui sont gravées. C'est pas des tags, hein, ça a été gravé dans la pierre. Des récupérations de pierres tombales qui ont servi pour réparer l'église. Tout simplement. Tout simplement, des pierres de réemploi. Donc la rigaud douce Amble, donc un rigaud d'Ambleville. Il y en a un autre encore. Alors, on retrouve encore un autre, parce qu'ils avaient souvent les mêmes prénoms, un autre rigaud, mais là, amusant, il y a un petit lascar qui est passé par là, qui a modifié le G en B, qui devient Ribaud. Mais Ribaud, en ancien français, oui, c'est le débauché. C'est ça, un Ribaud, une ribaude. Voilà, c'est ça. Et là, donc, on a la pierre tombale de ce rigaud d'Ambleville et de sa femme, qui était la servante du Seigneur, donc Ancillae, qu'on va retrouver ici. Oui, qu'on trouve en latin le mot Ancillae, qui veut dire serviteur, quoi. Servante. On passe le porche. Alors, on va passer le porche. Et on rentre cette fois dans l'église. Une nef pas très lumineuse parce qu'il y a quelques vitraux en hauteur. Par contre, le chœur, lui, est beaucoup plus baigné de lumière avec son grand vitrail au fond de l'église. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Et puis, on va passer évidemment sous les 4 piliers qui soutiennent le clocher juste avant le chœur avec une chapelle sur la droite. Alors, donc là, cette
cette chapelle sur la droite, c'est la chapelle des moines, puisque le prieuré était de l'autre côté. Je vous montrerai tout à l'heure dans le cimetière la porte d'accès. Et là, vous avez la présence des moines. Ah oui, ils sont sculptés, sur la clé de voûte. Oui, de la clé de voûte. Les 4 petits moines. Il y a 4 petits moines avec une tête en triangle. Je trouve cette petite chapelle romantique, très délicate. Ça va être l'objet de très la délicate. Deuxième phase de restauration. Ah, oui. Il y a une crypte. Très Renaissance. Enfin, je sais pas. Enfin, on a une belle atmosphère dans cette petite chapelle de côté. Et puis le chœur. Le blason des Jourdain, le fameux Jourdain qui a fait pendre haut et court. Ah oui. Alors, qui était proche des Valois et qui avait des ambitions pour être gouverneur de Cognac. Il aura un petit-fils qui deviendra gouverneur de Cognac. Eh bien, écoutez, mais vous nous montrez rapidement cette petite chapelle alors qui sert de sacristie. Ah non, même pas. Non, c'est la chapelle seigneuriale qui n'a pas été finie. Qui n'a pas été finie pour les raisons que je vous ai dit. Autrement dit, les châteaux ne sont plus là, mais la présence de la famille, on la retrouve. Et je vous montrerai la porte seigneuriale. On peut ouvrir de là. On va ouvrir la porte seigneuriale et on va terminer l'émission sur cette porte seigneuriale. Le cimetière, vous vouliez nous en parler, pourquoi ? Il y a la porte d'entrée qui va à la crypte. La porte qui allait du prieuré à la crypte. D'accord, mais la crypte qui n'est pas ouverte au public de toute façon. Non, la crypte non. Et qui voilà, alors cette porte seigneuriale... nous allons la passer pour terminer l'émission avec Martine Foncoulanche. Si vous regardez bien, donc là par exemple, on aurait dû avoir l'écusson des Jourdains qu'on a vu dans l'église qui n'a pas été mis. Les sculptures, alors vous regardez là à droite, vous avez un vase, donc c'est une porte Renaissance, vous avez un vase qui est terminé. À gauche, ça doit être complètement symétrique à la Renaissance. À gauche, ça n'est pas terminé. Donc on est en 1548, au moment de cette destruction du château. Ah oui, c'est drôle. Seigneur... Tout ce qui est à droite, quand on regarde de face la porte seigneuriale, la sculpture est terminée et c'est pas terminé à gauche. Et c'est pas terminé à gauche, puisque c'est au moment de la guerre de la Gabelle. Ben écoutez, merci beaucoup Martine. Porte des Morts, toujours sur le côté. C'est la 3e porte des morts que nous voyons. Voilà. Et puis le cimetière à côté, mais nous n'avons plus le temps d'aller voir cette porte qui mène à la crypte. À la crypte et à la chapelle des moines. Mais je vais vous la montrer quand même. Vous allez hors émission. Bon, et moi je vous dis, après cette visite de ces 4 églises, à partir de Lignières-Sonneville jusqu'ici à Ambleville, cette belle balade en compagnie de Martine Foncoulanche, on la remercie et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission d'En Direct de chez vous.